Bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par Osez le féminisme qui va porter aujourd'hui sur le sexisme dans la santé, les effets de la crise du Covid-19 sur la santé des femmes, la situation particulière des femmes en situation de handicap et la campagne À notre santé pour une santé féministe des filles et des femmes. Donc pour vous faire un petit point, alors je lance le partage de mon écran. Bon, pour vous faire un petit point, on va donc, comme vous l'a dit Fabienne au début, les micros sont coupés ainsi que les caméras pour éviter les problèmes d'interférence, de son. Et les caméras sont coupées pour éviter les problèmes de bande passante. Hop, voilà. Normalement, vous avez maintenant mon écran. Donc les micros sont en silencieux pour éviter les interférences. Les caméras sont coupées pour conserver un bon débit. Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur le chat. Plusieurs temps de réponse aux questions sont prévus à la fin des interventions. Et le PowerPoint sera envoyé à l'issue du webinaire. Donc, pour l'animation, je vais laisser la parole à Fabienne, qui va animer la première partie de ce webinaire et nous présenter les unes et les autres. Merci beaucoup Marion. Ok, du coup, je vais aussi partager mon écran pour une petite présentation sur notre sujet aujourd'hui. Le temps que ça charge. Du coup, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, on va commencer par regarder spécifiquement les effets du Covid sur la santé des femmes, des filles et des femmes. Et en fait, on se rend compte qu'une bonne partie des effets délétères sont sexués. En fait, le Covid, je pense que là, vous savez toutes et tous, qui touche plus les hommes, la maladie du Covid. Mais par contre, l'effet du Covid sur notre société touche aussi beaucoup les femmes. Et majoritairement, c'est la santé mentale, c'est le stress, en plus de stress qu'on a, c'est la dépression, les symptômes dépressifs plus qu'on a, c'est toute la charge émotionnelle et mentale que les femmes ont en plus qu'elles ont d'habitude à cause de cette pandémie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà des inégalités, on a déjà du sexisme, on a déjà du racisme, on a déjà du classisme. Et cette pandémie, elle va grossir, elle va amplifier toutes les inégalités qu'on a, spécialement les sexismes. Et on ne peut pas parler de l'effet du Covid sans parler des soignantes qui sont en première ligne, en fait, qui sont en première ligne devant contre cette pandémie. Et un petit rappel, la majorité des soignants et soignantes sont des femmes. On compte 70% de femmes du personnel de la fonction publique hospitalière. Ça, c'est sans les EHPAD, en dehors des EHPAD, des aides à domicile et tout ça. Du coup, les femmes sont vraiment les plus touchées et leur santé mentale, elle est aussi la plus touchée parmi même le personnel de la fonction publique hospitalière. Il y a eu une étude qui est une revue de la littérature scientifique qui est sortie dans une revue de santé mentale française et qui a montré que, à cause de la pandémie, il y a une augmentation des problèmes de santé mentale, de stress, de dépression, d'anxiété parmi les professionnels de santé. Et parmi les professionnels de santé, c'est les femmes qui sont plus touchées que les hommes. Et même cette étude montre que c'est plus les infirmières qui sont plus touchées, même par exemple par rapport aux médecins. Et pourquoi on a cette augmentation d'anxiété, de dépression, de problèmes de santé mentale qui touchent les soignantes? En fait, il y a des choses qui touchent un peu tout le monde.
Par exemple, là, il y a la réorganisation du soin, il y a beaucoup plus de travail, par exemple, un épuisement physique, car en fait, il y a eu pas mal de professionnels de santé qui étaient touchés par le Covid. Du coup, il fallait réorganiser déjà le soin pour permettre d'avoir plus de lits en réanimation, mais aussi il fallait réorganiser le soin pour remplacer les personnes qui étaient malades du Covid. Et du coup, cette réorganisation était très, voilà, elle a touché aussi beaucoup les femmes qui, oui, il faut organiser le travail, il faut travailler peut-être plus ou avec des heures différentes, mais on sait bien que les femmes aussi, elles ne sont pas que des infirmières, elles ne sont pas que des aides-soignantes, ou des médecins, mais elles sont aussi souvent mamans ou bien, voilà, elles ont plus de tâches domestiques, même si voilà, elles ont aussi un travail à l'hôpital. Du coup, c'était encore plus compliqué pour les femmes. Et aussi, on va parler pas mal de santé mentale des femmes en dehors du personnel soignant. Et on va aussi montrer qu'il y a des problèmes sectoraux, sexistes, qui font que les femmes ont plus de problèmes de santé mentale que les hommes généralement. Mais voilà, on sait que les soignantes, quand on parle santé mentale et Covid, il faut commencer par les soignantes car elles sont en première ligne et ceux qui en cassent le plus. Mais aussi, il faut aussi parler du sexisme qui fait que ces femmes-là, elles ont des problèmes de personnel soignant, mais elles ont aussi des problèmes de femmes qui fait qu'elles ont plus de problèmes psychiques, de troubles psychiques au même poste. Voilà, et du coup, là, je parlais de personnel hospitalier. Il ne faut pas oublier aussi les autres femmes en première ligne. Il faut parler des caissières. En fait, la majorité des caissiers et caissières sont des femmes. Des personnels des EHPAD qui sont majoritairement des femmes, des assistantes maternelles, qui sont aussi majoritairement des femmes. Voilà, et juste cette photo, elle date de 2017, elle ne date pas de 2020. Elle ne date pas de 2020. On sait bien que ces femmes-là, elles ont des emplois très, très précaires. En fait, c'est des emplois de care, c'est-à-dire, en fait, et je vous partage cette tribune des chercheuses, dont Rachel Silvera, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. En fait, le fait de faire du soin, c'est quand on pense aux soins, en fait, de prendre soin de quelqu'un ou quelqu'une, aux infirmières, aux aides-soignantes, on pense toujours aux femmes qui font ça, en fait, le travail de care, le fait de soigner, accompagner des gens. C'est un travail qui était traditionnellement perçu comme féminin. Et en fait, comme le travail des femmes, depuis tout le temps, il est dévalorisé, invisibilisé, on pense que c'est normal, par exemple, que les femmes ne sont pas bien payées pour faire un travail qui devrait être un truc naturel aux femmes, en fait. C'est vraiment naturel qu'on soigne, c'est vraiment naturel qu'on accompagne les personnes, les malades. Du coup, ce que la chercheuse Rachel Silvera, elle a montré par son travail que, par exemple, dans le personnel hospitalier, les femmes, par exemple les infirmières, et par exemple les techniciens hospitaliers, à compétences égales, à un travail égal, les femmes, elles sont payées moins. Et là, on voit par exemple le salaire moyen des infirmières en France qui est vraiment très bas par rapport à d'autres pays, mais aussi par rapport à d'autres métiers moins féminisés. Et là aussi, c'est à cause du sexisme structurel, c'est-à-dire, c'est normal que la femme soigne. En fait, c'est un truc qui vient, entre deux guillemets, naturellement pour nous. Du coup, c'est normal qu'on n'est pas très bien payé, car en fait, dans l'esprit de la société, on pense qu'il ne faut pas beaucoup de compétences pour faire ça, car la femme née, elle peut être infirmière comme ça, en fait. Et du coup, c'est le sexisme structurel qui fait que les métiers féminins, à majorité féminine, comme par exemple les infirmières, les aides-soignantes, ce travail, il est dévalorisé.
invisibilisées. Et du coup, on se trouve avec des infirmières qui sont moins payées que les techniciens hospitaliers, qui a quand même les mêmes compétences et fait du travail. Et moi, je dirais même moins intense et moins facile que de traiter et soigner des gens. Du coup, ça, c'est aussi pas un effet Covid, le fait d'avoir des métiers dévalorisés, par exemple féminins, de care, mais c'est un truc qui a quand même mis en évidence, c'est une inégalité qui était mise en évidence dans le Covid et voire même exaspérée. Une autre chose que les femmes en première ligne, et pas que les soignantes, mais peut-être aussi les caissières, mais toutes les femmes aussi, et même tous les personnels, ils l'ont, c'est la pénurie des masques. Du coup, la majorité des soignants et soignantes sont des femmes, et en fait, ces personnes-là, ils ont une pénurie de masques, mais pas que des masques, mais d'autres aussi équipements de protection. Et là, encore une fois, c'est pas vraiment l'effet Covid que pendant longtemps, l'hôpital et le service public, et même, par exemple, les instituts qui devraient quand même anticiper tout ça, leur budget il est en train de diminuer de plus en plus, et du coup, ça exaspère aussi cette pénurie et ce problème. En plus du fait qu'il y a une pénurie de masques, on s'est rendu compte, c'est quand même depuis un petit moment qu'on en parle, que les masques, majoritairement, ils ne sont pas faits pour des femmes, en fait, comme tout ce qui est dans le monde de voitures, aux tables, aux chaises, aux plein de trucs. Je vous invite tous et toutes à lire l'excellent livre de Caroline Pérez qui s'appelle Invisible Woman, la femme invisible, qui a montré avec des chiffres, des exemples et voilà, très très bien documenté, que tout est fait pour des hommes, par des hommes pour des hommes. Des masques, aux protections, voilà, encore une fois, des voitures, les équipements, les couteaux, tout est fait par et pour des hommes. Et ça fait que le fait de ne pas prendre en compte les femmes, nos différences qui est due à notre biologie dans certains cas, ça fait qu'on a des masques trop grands. Et c'est où le problème? C'est que, ça tombe. Et là, je ne sais pas si vous regardez la télé, il y a pas mal de gens qui portent des masques et il n'y a plus des femmes où on voit bien leur nez, car en fait, le masque, il tombe. Et aussi, s'il tombe et à chaque fois, il faut le relever, ça augmente le risque de contamination, car en fait, il ne faut pas toucher le masque avec nos mains qui pourront être contaminées aussi. Du coup, c'est du sexisme structurel qui est amplifié durant le Covid, quand on se rend compte. C'était pas que en France, mais aussi, c'était plus en Angleterre. Il y a beaucoup de soignantes qui ont fait des témoignages comme quoi leur masque est trop grand. Et dans ce cas-là, pourquoi pas faire plusieurs tailles de masques? On a plusieurs tailles de t-shirts, on a plusieurs tailles de plein de trucs. Pourquoi ne pas faire plusieurs tailles de masques pour prendre en compte quand même tout le monde? Ça, c'est quand même c'est grave quand même. Alors, j'ai pas mal parlé des santé mentale des soignantes, mais en fait, le Covid, il a touché la santé mentale des femmes en population générale et pas que chez les femmes soignantes. Et entre guillemets, ça, c'est pas d'aujourd'hui. On sait, ça, c'est le graphique, si vous voyez bien là. Il est de 2007. C'est une enquête nationale qui a recruté 25 000 personnes en France et qui a montré que les femmes, à tous les groupes d'âge, elles sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé mentale par rapport aux hommes. On a plus d'anxiété, on a plus de dépression. Pardon, il n'y a pas le titre du graphe, je me rends compte, mais ça, c'était des problèmes de santé mentale. Et en fait, à tous les âges, les femmes ont plus de risques d'avoir des problèmes de santé mentale par rapport aux hommes. Pas qu'en 2017 et pas qu'en France, on voit ça depuis qu'on a commencé à mesurer, et on voit ça dans tous les pays. Et on va nous dire oui, mais en fait, si on a des problèmes de santé mentale, c'est notre faute, ou bien c'est nous, voilà. En fait, non. Et c'est une étude sur laquelle moi j'ai participé en tant qu'épidémiologiste, qu'on a publiée en 2020,
avec les données du baromètre santé 2017, et on a montré que la moitié du risque suicidaire, des idées suicidaires, des problèmes de santé mentale, la moitié de différence homme-femme ou femme-homme est expliquée par des violences sexuelles. Et là, je parle que des violences sexuelles, on n'avait pas d'autres données sur d'autres violences subies, d'autres violences sexistes subies par les femmes. Du coup, nous, femmes, on doit quand même subir le sexisme. Certaines d'entre nous, elles doivent vivre le sexisme, mais en plus de racisme, en plus de classisme. Et c'est encore, ça s'accumule avec nous, en fait, chez nous. Et du coup, une des raisons, en dehors du Covid, que les femmes ont plus de problèmes de santé mentale, c'est les violences subies, les violences masculines, les violences sexistes et les psychotraumas qu'on a qui font que, voilà, on a plus par exemple, symptômes dépressifs. En plus des violences, par exemple, sexuelles, on a aussi d'autres violences sexistes comme les charges mentales et émotionnelles qui aussi contribuent à des problèmes, à que les femmes ont plus de problèmes de santé mentale, d'anxiété, dépression, tout ça par rapport aux hommes. Les charges mentales et émotionnelles, c'est le fait que on fait plus de travail et on doit aussi penser aux autres. On doit penser, par exemple, à soigner les autres, alors que, par exemple, les femmes ont plus de risques de soigner, accompagner, par exemple, leurs parents malades que leurs frères. On ne parle même pas des moments, et là, le dernier webinaire avec Céline qui a montré aussi l'énorme charge mentale et émotionnelle des mamans, des mères, d'habitude, mais aussi durant le Covid. Et en plus, on a la précarisation structurelle des femmes. Et je pense, j'ai hâte à regarder Élise Lucet mardi, qui va peut-être parler de ça, mais on parle de ça aux féminismes depuis longtemps. La précarisation des filles, des femmes, ça commence très tôt. Même les jouets, quand on est né, c'est OK, on va offrir un train et je sais pas quoi au garçon, tu vas être ingénieur, mon fils, alors que la fille, OK, tu vas être on va t'offrir un balai, je sais pas quoi. Du coup, la précarisation, elle commence très tôt. Il y a des études qui ont montré que, en fait, comme les jouets auxquels on joue, comment on est traité quand on est petit, elle est déterminante de métiers qu'on va choisir après. Aussi le fait que les filles et les femmes, on a moins d'estime de soi, on a des plafonds de verre. Il y a plein des obstacles structuraux que les filles et les femmes doivent faire face, qui font qu'on est, à la fin, on est moins payé que les hommes. En plus de ça, on a les mères isolées. Voilà. La précarisation, voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a des obstacles à tous les niveaux qui font que les femmes sont plus en situation de précarité que les hommes. Voilà. Il y a aussi les mères isolées qui fait encore une fois une couche en plus. Et d'habitude, tous ces facteurs-là contribuent pour une santé mentale plus détériorée chez les femmes. Et durant la pandémie, tous ces facteurs-là, ils sont amplifiés. Les violences subies, on sait que les femmes ont subi plus de violences, par exemple masculines, dans leur foyer durant la période de confinement. On a une charge mentale et émotionnelle plus élevée. Pour certaines femmes, la précarisation, elle est plus accrue, spécialement pour les mères isolées, on va y parler. Et du coup, là, tout ça fait qu'on a une santé mentale encore plus détériorée chez les femmes par rapport aux hommes. En plus de tout ça, on a aussi des injonctions qui sont là d'habitude, en dehors de la pandémie, les injonctions à être belle, à être épilée, les injonctions à être fine, à être un objet sexuel. Du coup, tout ça, on connaissait bien, mais durant la pandémie, on a encore. Et on est en pandémie, les femmes, on cherche à juste survivre. Par contre, on est bombardé par comment être belle, comment résister, comment vivre alors qu'on ne peut pas, je ne sais pas, aller chez le coiffeur ou la coiffeuse. En plus, on a
des injonctions et la grossophobie qui fait ah oui, c'est la pire chose du monde d'être gros, comme par exemple Danny Boone, comme Danny Boone avec son image là qui circule des idées très très grossophobes. Là aussi, ça n'aide pas notre santé mentale. Et petit merci à Anise d'avoir partagé avec moi plein d'articles sur la grossophobie en période de confinement. Voilà, on est même durant la période de confinement, on rappelle les femmes qu'on est quand même un objet sexuel et ça ne va pas du tout si on n'est pas une Barbie, quoi. Alors, il y a des études qui sortent là, je vais vous les présenter quelques-unes, qui ont montré que pas que... On savait qu'il y aura plus de problèmes de santé mentale durant le confinement. À cause du confinement, en fait, le fait d'être confiné, c'est aussi pas bien pour notre psychique, notre morale. Mais il y a des études qui ont montré spécifiquement que l'écart qu'on vient de voir, c'est-à-dire que les femmes ont plus de risques d'avoir de problèmes de santé mentale que les hommes en temps normal, cet écart-là, il y a une étude assez large, voilà, je mis la référence ici, en Amérique, qui a montré que l'écart entre les sexes en matière de santé mentale a augmenté de 66% suite au confinement. Et ça, c'était au tout début. Bon, c'était publié le 6 mai, mais l'étude était terminée en avril. Du coup, je pense qu'avec le temps, on va encore avoir une amplification de cet écart. Et cette étude-là, elle a aussi dit que les femmes ayant des difficultés financières, là on parle de précarisation, les mamans qui ont des enfants à moins de 18 ans et les femmes qui ont eu des changements dans les habitudes de travail, spécialement si elles devraient rester par exemple à la maison pour prendre soin des enfants, etc. etc. Ces femmes-là, elles étaient encore plus à risque d'avoir des troubles psychiques. Du coup, voilà, le sexisme amplifié en période de confinement. Il y a des études italiennes, grecques, chinoises, mais ça, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'études. Là où on cherche dans tous les pays, on voit que, oui, on va mal, mais spécialement les femmes, avec notre charge mentale et émotionnelle augmentée, avec les violences subies augmentées. Du coup, on a même rapporté des symptômes de stress post-traumatique chez les femmes en population générale, d'anxiété et d'insomnie. Et c'est plus important chez les femmes par rapport aux hommes. En Grèce, on a même vu plus de problèmes, troubles de sommeil. Et en Chine aussi, on n'arrête pas de voir un impact psychologique plus important chez les femmes par rapport aux hommes. Alors, j'ai un peu parlé, mais en fait, une autre raison pourquoi notre santé mentale, elle ne va pas bien, c'est que les femmes sont en moyenne moins payées. En moyenne, la majorité du travail dit précaire, il est féminin. La majorité des pauvres, c'est des femmes. Et du coup, la crise sanitaire, elle n'a pas aidé et elle n'aide pas. Du coup, spécialement par exemple pour les mères isolées, pour les femmes isolées, pour aussi les femmes migrantes qui sont encore plus à risque de subir des violences masculines, mais des violences économiques aussi. Ces femmes-là, elles ont aussi un accès aux soins assez limité en temps normal. Du coup, durant la pandémie, l'accès aux soins de ces femmes-là, il est encore moindre. Du coup, aussi, on attend de voir après voilà, plein de problèmes de santé mentale, mais autres chez ces femmes-là. Alors, je suis un peu désolée, la plupart de notre présentation elle va centrer sur la France, mais juste pour cette slide-là, on va un peu parler d'un rapport des Fonds de Nations Unies pour la population et un rapport qui est plus international. Et tout ce qu'on voit en France, il est aussi ailleurs reproduit. Dans certains cas, il est encore pire, spécialement dans les pays où les droits des femmes, par exemple, l'accès à l'IVG, ou juste à l'autonomie de reproduction, elle est très limitée, les droits des femmes dans ces pays-là. Et là aussi, on attend, on n'a pas encore les chiffres, c'est un peu compliqué,
mais on attend aussi internationalement à plein de problèmes de santé mentale chez ces femmes-là, spécialement suite aux violences, mais aussi plein de problèmes de... Je pense qu'on va perdre... des fois, des progrès qu'on a fait sur l'autonomie de décision sexuelle et reproductive des filles et des femmes dans certains pays. Voilà, on a spécialement avec Trump qui a enlevé les financements de beaucoup de services de planification familiale dans le monde. Voilà, on attend à des tragédies, on attend beaucoup à des grossesses non désirées. Déjà en France, on va parler, c'est pas évident. Dans d'autres pays, voilà, ils attendent que ça pour enlever le choix de la femme de disposer de son corps. On attend aussi à une augmentation de la mortalité maternelle et néonatale dans d'autres pays, en plus de la précarisation économique. Voilà, j'ai un tout petit peu chez l'IVG. Dans le monde, on attend vraiment à plein de problèmes. En France, bon, on est quand même loin de la situation scandaleuse dans d'autres pays. Mais là aussi, quand même, ce qui se passe en France, c'est pas normal. C'est que, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais aujourd'hui, le délai de l'IVG, c'est 12 semaines. 12 semaines de grossesse, 14 semaines d'aménorrhée. Juste au tout début de confinement, la députée Laurence Rossignol, elle voulait déposer un amendement. Elle a déposé un amendement pour prolonger le délai de confinement, le délai d'IVG de 12 à 14 semaines, qui était quand même retoqué par le gouvernement, cet amendement. Et en fait, c'est scandaleux car durant le confinement, déjà beaucoup de mineurs ou de jeunes femmes qui vivent avec leurs parents, elles n'ont même pas pu sortir pour chercher un test de grossesse, elles ne savaient même pas quoi faire, elles sont confinées. Beaucoup de femmes aussi sont confinées avec leur conjoint violent. Et on sait que voilà, ça n'aide pas. Du coup, il y a même des centres d'échographie qui n'ont pas considéré que l'IVG est une chose nécessaire, essentielle. Du coup, il y a eu des délais assez énormes, spécialement dans les régions où déjà on a une pénurie de centres d'écho et tout ça. Du coup, tout ça fait que beaucoup de femmes se retrouvent très proches, voire dépasser leur période, leur délai d'IVG. Par contre, elles ont une grossesse non désirée. C'est une violence énorme. C'est scandaleux qu'on ne laisse pas ces femmes disposer de leur corps et faire une IVG. Là, je partage un témoignage de la doctresse Rada Hatem, qui est la directrice de la Maison des femmes Saint-Denis, qui fait un super boulot sur ça. Et en fait, elle dit qu'il y en a de plus en plus des filles et des femmes qui viennent, qui ont dépassé le délai. Elle a dit que d'habitude, il y en a 2 par semaine. Et en ce moment, il y en a 2 par jour. Du coup, c'est grave. Il faut qu'on prolonge le délai de l'IVG. Un petit rappel, en Grande-Bretagne, le délai, ce n'est pas 12 semaines, c'est 22 semaines ou 24. En Pays-Bas, c'est 22 semaines. Et il y a d'habitude, et il y a, je pense, environ 5000 femmes qui partent dans d'autres pays pour avoir une IVG hors délai. Et là, c'est compliqué. C'est très compliqué de sortir et il y a aussi beaucoup de risques de contamination. Voilà. Pourquoi pas prolonger ce délai? Il y a aussi une étude par le planning familial qui lui aussi fait un travail énorme sur ça. Il y a une petite étude qui a montré qu'en période de confinement, il y a une augmentation d'appels de numéros verts qui a appelé d'habitude pour plein de raisons, dont la demande d'IVG. Et maintenant, il y a beaucoup de femmes qui appellent que pour ça, alors que d'habitude, c'était aussi pour la vie sexuelle. Mais maintenant, il y en a de moins en moins. Et ce qu'elles disent, les femmes de planning familial, que les femmes, elles ont autant besoin d'avorter que d'habitude, mais il y en a moins, en fait. Et ça, c'est grave, le fait qu'en 2020, en France, il y a des femmes qui ont des grossesses non désirées.
Voilà, du coup, allongement du délai et pas que pour la période de confinement. Franchement, aucun risque, il n'y a aucun risque s'il y a pour la santé des femmes, s'il y a des IVG à 14 semaines, à 24 semaines. Voilà, arrêtons de dire aux femmes qu'est-ce qu'elles doivent faire de leur corps. Voilà, et je partage le visuel du couple On arrête toutes qui dit il y a une ordonnance qui a prolongé plein de délais. En fait, on a même prolongé le délai pour la déclaration des impôts. Pourquoi pas l'IVG? Voilà, si on arrête de dire aux femmes qu'est-ce qu'elles doivent faire. Alors, en plus de problèmes d'IVG, pardon, là je vais à un autre problème. Nous, on n'a pas prolongé l'IVG. En fait, je viens de recevoir un message. En fait, on a prolongé de 7 à 9 semaines les IVG médicamenteux. En fait. Du coup, avant, on pourrait faire des IVG médicamenteux jusqu'aux 7 semaines. Maintenant, avec le confinement, on peut le faire jusqu'aux 9 semaines. C'était un amendement mi-avril. Et on a aussi mis l'IVG. On peut maintenant faire une prescription par téléconsultation. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais une petite bonne nouvelle. Par contre, le délai de 12 à 14 semaines, on n'a pas encore prolongé. Voilà. En dehors de l'IVG, il y a l'accouchement. Alors, on n'est pas là pour pointer le doigt au personnel, aux professionnels de santé qui, en ce moment, vraiment font leur mieux. Moi, je travaille dans un hôpital. Je sais, voilà, c'est compliqué, la réorganisation des soins, on a vraiment peur et tout. Mais par contre, il y a des choses, en fait, il y a des choses aussi que c'est pas fait pour ça, en fait. Dès le début, structurellement, on pense un peu moins aux femmes, en fait. Et du coup, au tout début de l'accouchement, du confinement, il y a certaines femmes, on a même interdit, on a exclu le conjoint de l'hôpital entièrement. Maintenant, c'est mieux. Maintenant, le conjoint ou la conjointe peuvent être là, dans la salle de naissance durant l'accouchement, mais que quand le col de l'utérus il est allongé de 6 cm, en fait, pas tout le temps, jusqu'à la fin. Du coup, les femmes doivent quand même accoucher seules ou majoritairement seules. Et les proches ne sont pas permis à l'hôpital. Là, encore une fois, on ne prend pas le doigt, on sait que c'est compliqué, mais aussi c'est un effet du Covid sur la santé des femmes. Et en fait, on dit ça tout le temps, que le système de soins, il est majoritairement utilisé par les femmes, car on accouche, car on fait des IVG, car on vit plus longtemps, car on est plus nombreuses que les hommes, on est 52%. Du coup, ça sera aussi encore mieux si le système de soins il est plus conçu en ayant en tête les femmes et nos spécificités. Du coup, j'ai partagé pour cette slide le visuel de parents et féministes. Voilà. En ce moment, ils partagent beaucoup de témoignages des femmes qui viennent d'accoucher, des héroïnes, car c'est quand même très compliqué en ce moment d'accoucher. Et il y a beaucoup de témoignages assez durs à lire. Qui fait que voilà, accoucher en période de pandémie, c'est pas évident. Et ça fait aussi beaucoup de problèmes de santé mentale et de dépression postpartum. En fait, en France, environ 20% des femmes qui accouchent ont une dépression assez importante dans les mois qui suivent leur accouchement. Voilà, c'est aussi un autre problème qui est toujours tabou, on n'a pas le droit. La femme, des fois, elle sent stigmatisée si elle dit qu'elle est déprimée, car en fait, voilà, elle est devenue maman, elle doit être la plus heureuse du monde. Je suis sûre qu'il y en a la majorité des femmes qui sont comme ça. Mais là aussi, il y a la dépression postpartum qui était déjà un problème, qui est maintenant amplifié en période de confinement. Une autre façon comment le Covid a touché la santé des femmes, c'est beaucoup de femmes qui sont en parcours de procréation assistée, la PMA, qui est stoppée brusquement. Et là aussi, les femmes ça fait des années qui cherchent à avoir un enfant, on leur stoppe ça car
Voilà, c'est pas essentiel et beaucoup de femmes n'ont pas de date de reprise. C'est aussi très très dur. Et il faut pas oublier que on est en 2020, on n'a toujours pas la PM1 pour les mères célibataires et pour le couple lesbien. Si on peut arrêter quand même aussi cette discrimination d'État, voilà, on est en mai 2020, on n'est toujours pas à la PM1 alors que c'était promis par Hollande. Voilà, à OLEF, on va toujours continuer à lutter jusqu'à avoir la PM1 et pas que pour le couple lesbien et les mères célibataires, mais aussi financé par la sécurité sociale, comme pour le couple hétéro, pour toutes les femmes en fait. Sinon, c'est vraiment une discrimination et c'est assez scandaleux. Voilà, alors il y a plein de problèmes sur la santé des femmes. Je pense pas du tout que j'étais exhaustive, mais il y a un groupe des femmes qui est encore plus touché par tout ça, c'est les femmes en situation de handicap. Et je vais laisser Lucille, qui est bien plus experte que moi sur ce sujet, d'en parler. Merci Fabienne. Alors, je vous partage mon écran. Juste un petit point, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. On fera une petite pause pour poser des questions après ma présentation. Alors, bonjour à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous parler ce soir des femmes en situation de handicap pendant la crise du Covid et notamment comment cette crise a pu accroître les mécanismes d'exclusion dont elles sont les victimes. J'espère pouvoir vous y sensibiliser un petit peu. Pour cela, je vous présenterai aussi un peu ce qui constitue leur vulnérabilité sociale et sanitaire hors de la crise, parce qu'il est important de connaître certains éléments. Puis nous verrons ce qui s'est produit pendant cette crise, ce qui se produit, et en quoi c'est un enjeu, je pense, féministe de santé et de démocratie. Alors, qui suis-je pour vous raconter tout cela un lundi soir de déconfinement? Je suis atteinte d'une maladie chronique invisible et parfois handicapante qui s'appelle syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie génétique mal connue des professionnels du soin et du grand public. Donc, j'ai un bon savoir expérientiel de la vie de patiente et de ses représentations, de la vie de femmes en situation de handicap invisible. Et j'ai voulu aider d'autres patients en rédigeant un petit guide de survie des patients face à la blouse blanche qui est paru l'année dernière. Je suis également à l'Université des patients. C'est un département dans l'Université Sorbonne Médecine dans lequel le savoir des patients est valorisé et où on cherche à réfléchir à la démocratie en santé, à cette possibilité de capaciter les expériences du patient. Je ne développe pas plus, mais je vous invite à aller voir le site si vous êtes patiente chronique ou en situation de handicap. Et puis, j'ai eu l'idée de développer l'année dernière aussi un compte Instagram, Vie de patient, en passe de devenir vie de patiente dans les prochains jours, pour sensibiliser à la vie avec une maladie chronique et au handicap. Alors, comment ça marche? Souvent, je crée un post à partir d'une phrase qui concerne mon ressenti, une phrase qu'on m'a dite, ou pour dénoncer les violences du soin ou de la société. Puis, j'explique par un texte sous la publication les enjeux de société associés à ce thème. Alors, je vous montre quelques posts. Le premier, c'est bizarre que vous ayez cette maladie parce que d'habitude, ce sont des gens minces. Bon, bah, ça, c'est la grossophobie dans le soin. Quand les symptômes, je refuse la consultation. Pour rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre dernier, il y avait un groupe Facebook avec plus de 1000 participants sur lequel des soignants échangeaient au sujet de leur consultation, avec parfois des échanges même de photos de patientes. Les échanges étaient assez sexistes, donc cette phrase était dans les plus soft, on va dire. Et de nombreuses personnes avaient défendu le groupe en disant que les médecins avaient besoin de se défouler, de relâcher la pression.
Soit dit en passant, les infirmières sont aussi sous pression et ne font pas n'ont pas cette culture sexiste. Le troisième, ce n'est pas parce que ta santé défaille que tu as un défaut. C'est pour parler de la valeur qu'on accorde à quelqu'un dans notre société en fonction de sa santé. Et ça a des conséquences terribles, on le verra dans ma présentation, on le verra un petit peu. Et puis enfin, Miss mon enfant, ma petite, quand on est en situation de handicap, on est souvent infantilisé, surtout quand on est une femme. Alors, je commence par vous partager une phrase que j'ai beaucoup entendue dans la communauté des femmes en situation de handicap pendant la crise, et je trouve qu'elle est révélatrice de leur isolement social, de leur lassitude. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que le confinement change grand-chose à ma situation, car j'étais déjà exclue socialement. On verra pourquoi, mais je voulais commencer par cette phrase comme un fil conducteur pour illustrer ce que je vais vous dire après. Alors, tout d'abord, je vous rappelle ou je vous partage ce qu'est le handicap parce que c'est pas forcément évident ou connu de tout le monde. Donc, c'est défini par la loi et c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne. Donc, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, on voit que c'est une définition assez large. On verra que le handicap féminin a ses particularités en matière d'exclusion, de violence, de prise en charge sanitaire. Concernant les chiffres du handicap, c'est pas toujours facile parce que les chiffres sont utilisés politiquement selon les ministères. Par exemple, dans l'éducation nationale, on va avoir tendance à minimiser parce qu'on n'est pas toujours capable d'accueillir tous les élèves en situation de handicap dans de bonnes conditions, dans des conditions adaptées. Avec une estimation haute, on est à peu près à un Français sur 6, 12 millions de personnes. Et donc, dans ces 12 millions, à peu près 52,6% de femmes. Alors, aussi, je précise, vous l'avez vu dans la définition, hein, que 80% des handicaps sont invisibles. Par conséquent, le handicap, ça n'est pas que être en fauteuil roulant, comme on peut le voir souvent sur les pictogrammes et dans les représentations qu'on a du handicap. Vous pouvez avoir un handicap invisible lié à des douleurs, de la fatigue, un handicap sensoriel, un trouble de l'équilibre, par exemple. J'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment énormément de représentations autour du handicap, de ce qu'il devrait être, de ce qu'on devrait montrer quand on est en situation de handicap. Et à cela se surajoutent des représentations de genre dans une société qui va valoriser la compétition ou la défiance vis-à-vis d'autrui. Et c'est un gros problème pour les femmes en situation de handicap invisible, puisque on va souvent mettre en doute la réalité de leur état de santé. D'autres vont se faire juge de cette réalité alors qu'elles n'ont pas à la justifier. Et souvent, moi je peux même en témoigner, quand on a un symptôme qui est visible, on est beaucoup mieux pris en charge, que ce soit dans le soin, que ce soit par les personnes autour de nous. Et c'est pas la question d'en parler ou pas, c'est vraiment, c'est visible, donc j'y accorde un petit peu plus d'importance. Quelques phrases que vous avez peut-être aussi en tant que femme entendues. Des phrases culpabilisantes, des phrases qui minimisent. Puis certaines que j'ai entendues pendant le confinement, par exemple, j'ai des problèmes économiques avec le confinement, mais tu peux pas comprendre, ou toi, tu as l'habitude de pas sortir. Voilà, ce sont des phrases qui sont violentes et à force de les entendre, les femmes s'autodéprécient, elles vont individualiser des causes collectives, comme par exemple, elles vont se dire qu'elles n'ont pas de valeur et on verra que ça a des conséquences aussi dans le travail. Ne pas avoir confiance en leurs ressentis, leurs douleurs, les symptômes.
Alors, ça a pour conséquence aussi une mauvaise prise en soin, des retards de diagnostic très importants. On a les chiffres par pathologie. Par exemple, pour ma pathologie, il y a 10 ans d'écart de diagnostic entre les hommes et les femmes. La moyenne, donc c'est une maladie peu connue. Chez les hommes, ils sont diagnostiqués autour de 20 ans, chez les femmes à plus de 30 ans, parce qu'on psychiatrise beaucoup les symptômes. On a la même chose dans d'autres maladies, d'autres pathologies comme l'autisme, certaines pathologies auto-immunes. La minimisation de ces douleurs, ça signifie aussi une mauvaise prise en charge de la douleur, et on sait que supporter de la douleur tout le temps, ça a des conséquences sur la souffrance morale, sur le psychisme. Mais aussi une mauvaise prise en soin qui peut aller jusqu'à l'aggravation de symptômes qui auraient pu être évités, ou des accidents chirurgicaux. Par exemple, pour certaines pathologies, on va avoir besoin de connaître la pathologie avant d'administrer certains produits anesthésiants, parce que la personne peut faire des réactions. C'est mieux quand le réanimateur en est informé. Et puis, attribution des symptômes à une absence de volonté, à un laisser-aller. Par exemple, on va du coup proposer de faire un régime ou du sport. Un sport pas toujours adapté à la condition physique. Et toutes ces propositions, en fait, ne vont pas réellement améliorer la personne qui a une pathologie et qui a besoin d'un traitement plus poussé, adapté. Et c'est un cercle vicieux, puisqu'on va lui dire vous n'avez pas fait assez d'efforts avec votre sport, votre régime ou autre. Des valorisations sociales importantes, grosse discrimination à l'emploi, 42% des femmes en situation de handicap déclarent une discrimination en rapport avec le handicap, je ne parle même pas du sexe. Un taux d'emploi très faible, avec 36% des femmes en situation de handicap qui sont en emploi. 57% en inactivité. Il faut bien distinguer une activité de chômage. Et parmi ces femmes en emploi, seulement 1% des femmes en situation de handicap sont cadres, contre 14% chez les hommes en situation de handicap. Par ailleurs, on les place à des postes peu valorisés, très peu adaptés, seulement 15% des postes sont adaptés, ou qui ne correspondent pas à leurs compétences ou à leur formation. Et je précise qu'on confond souvent adaptation et dévalorisation des tâches, c'est-à-dire qu'on va préférer donner un poste à faible rémunération, peu reconnu, mais pas adapté du tout, en fait. Donc, ça ne changerait rien de lui donner un poste plus élevé. Autre chose, et je sais que c'est aussi un combat d'oser le féminisme, c'est la dépendance aux revenus du conjoint pour l'obtention de l'allocation adulte handicapé, quand il est possible de l'obtenir, puisque pour obtenir cette allocation, il faut une incapacité à plus de 80%, ce qui est quand même assez important. Donc si on conjugue ça au taux d'emploi de 36% des femmes en situation de handicap, pas seulement celles qui sont à plus de 80%, ça signifie que beaucoup de femmes n'ont absolument aucun revenu. Quand vous touchez le chômage, on ne vous demande pas les revenus du conjoint, par exemple. Par ailleurs, ça pose un problème de dépendance au conjoint violent, puisque 34% des femmes en situation de handicap déclarent avoir subi des violences de la part de leur partenaire. Donc, encore quelques phrases que j'ai vécues pour le coup. Et puis, donc la conséquence de tout ça, c'est une prévalence énorme des violences de tout type, violences physiques, morales, sexuelles, médicales.
Si je prends, j'ai pas les chiffres pour toutes les personnes en situation, toutes les femmes en situation de handicap, mais par exemple chez les femmes autistes, 88% des femmes autistes déclarent avoir subi des violences sexuelles. Alors c'est dû à à tout ce qui précède, mais aussi un problème de support, de prévention peu adapté, puisque le monde est fait par les hommes et pour les hommes, mais aussi par les valides pour les valides. Des refus de plainte accrus. Par exemple, des femmes trisomiques se rendent au commissariat, on va leur demander d'être accompagnées, oui, mais si, si la seule personne qui peut les accompagner, c'est justement leur agresseur, ça pose quand même problème. Problème de vulnérabilité. Le handicap pour les femmes, c'est le premier facteur d'aggravation des violences dans les statistiques. Problème de dépendance, dépendance totale à la famille, au conjoint, impossibilité d'être indépendante financièrement, on l'a vu, que ce soit par les dispositifs d'aide ou par le travail, une activité rémunérée, isolement, mise en doute accrue de leurs paroles, même par les soignants ou les forces de l'ordre. Et puis, aussi, je pense, c'est un problème d'invisibilisation de tout ce qui touche à la santé dans notre société, au care, comme disait Fabienne, à l'intime. Ça dérange et on invisibilise ces femmes aussi pour cette raison. Donc, tous ces critères réunis, ça favorise bien sûr l'explosion de la violence à l'égard de ces femmes. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Tout simplement parce que les conditions du confinement et l'aspect sacrificiel, guerrier de la crise, bon, on l'a assez répété, c'est pas une crise sanitaire, c'est une guerre, ou c'est une crise sanitaire qui est une guerre. Tous ces aspects vont accroître l'isolement social et ses conséquences. C'est-à-dire qu'on se sacrifie pour la cause commune, alors quand on vaut moins, quand on est plus vulnérable, eh ben, on se met un peu de côté dans une crise. Un autre point d'ailleurs, alors ça n'a pas été le cas en France, puisqu'on n'a pas eu une grande saturation des réanimations, mais je pense que vous avez peut-être suivi en Italie ou en Espagne, on s'est posé la question de quelles sont les vies qui comptent, qui va-t-on sacrifier? Et dans ces cas-là, bah, les personnes en situation de handicap ou avec une maladie chronique ont plus de risques, donc on ne les choisit pas, on choisit les valides en premier. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations espagnoles, notamment de femmes en situation de handicap, qui ont parlé de ce terrible choix qu'a fait la société. Alors, comment ça se traduit en France? Quelles sont les conséquences de cette crise? Donc, un isolement total pour certaines femmes, pas d'aide ménagère ou de soins à domicile, personne pour venir les aider. C'est des femmes qui ne peuvent pas forcément cuisiner toutes seules ou faire des courses. Un seul magasin accessible pour celles dont l'article parle, c'est-à-dire que toute la journée, le seul magasin où elle pouvait aller, c'était pour acheter une part de pizza et des voisins avaient daigné lui acheter des pâtes. Donc, accroissement de cet isolement, plus d'aidants, plus d'aide à domicile, plus d'aide ménagère. Accroissement des violences, renoncement aux soins assez forts pour ne pas déranger, par peur d'attraper le coronavirus lorsqu'on est à risque, détérioration de l'état général, avec parfois une détérioration irréversible, de grosses décompensations chez certaines femmes. Alors, voilà, donc quelques phrases que j'ai eu la chance d'avoir pendant le confinement.
Donc, il y avait beaucoup de femmes qui culpabilisaient de se mettre en arrêt alors qu'elles étaient à risque. Parce que leurs collègues leur disaient, ah bah, au moins toi, tu peux être en arrêt. Ou d'autres qui expliquent que eux, ils sont exclus socialement, financièrement, mais que on ne peut pas comprendre. Alors, pourquoi c'est un réel enjeu féministe? Déjà, c'est un enjeu d'inclusion des plus vulnérables d'entre nous. Et puis, moi, je pense beaucoup aussi de représentation de celles qui ne peuvent pas toujours parler ou accéder à la parole, à ce pouvoir dire démocratique, à ces espaces de parole qui sont très difficiles à atteindre quand on est en situation de vulnérabilité. Enjeu, on l'a vu, de l'intime du care avec cette tradition d'invisibilisation de tout cet univers de la vulnérabilité. Et je pense que c'est un réel enjeu féministe que de le mettre en lumière. Et puis, bien sûr, c'est, je pense, un exemple énorme des mécanismes de domination patriarcaux, amplifiés même dans la loi avec les dispositifs qui sont prévus selon la dépendance au conjoint. Je me suis dit que j'allais vous donner quelques clés pour savoir que faire. Ne jamais, c'est comme un peu dans les violences, hein, ne jamais minimiser ce que vit la femme, toujours lui dire je te crois. L'écouter activement, c'est-à-dire se mettre peut-être un peu en retrait avec ses jugements, avec toute la conception qu'on peut avoir. C'est pas toujours facile, hein, ça je peux le reconnaître, quand la personne en face de vous a un handicap qui ne se voit pas, notamment de se mettre un peu en retrait, de ne pas avoir peur de ce qu'elle va nous dire, et puis aussi de lui faire confiance, parce qu'on est vraiment dans une société un peu de défiance. Et puis, pouvoir les aider, pouvoir dénoncer ou accompagner, même en temps de crise, c'est la sororité. Alors, aider, je voulais juste vous préciser que aider, c'est pas nécessairement ce que vous pensez bon pour ces femmes, car ces femmes ont peut-être besoin de quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé. Donc, essayez de demander en premier lieu de quoi avez-vous besoin. Privilégier des activités ou des projets inclusifs quand vous êtes en groupe et si vous savez que quelqu'un a un handicap ou une maladie chronique même. Je prends un exemple, hein, par exemple, si, je sais pas, il fait beau en ce moment, vous avez envie de faire un pique-nique, moi en ce moment avec la crise c'est pas, mais vous avez envie d'aller faire un pique-nique avec vos collègues et puis votre collègue qui est en situation de handicap, même si ça ne se voit pas, elle vous dit ah bah moi ce midi je préfère manger toute seule ou je préfère continuer sur tel dossier. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'elle peut tout simplement pas s'asseoir par terre, même si ça se voit pas, que ça lui fera trop mal aux jambes, ou peut-être qu'elle a besoin d'accéder aux toilettes rapidement. Voilà, c'est plein de petites choses auxquelles on pense pas. Mais essayer d'être inclusif pour tout le monde, c'est pas que c'est moins drôle, c'est juste que ça élargit quand même le groupe et c'est vraiment un enjeu. Inclure leur plaidoyer dans les vôtres, parce que je pense que c'est ça qui peut leur donner un sentiment de valorisation, les désinvisibiliser et leur permettre de créer un espace d'expression. Donc, j'en ai fini avec cette présentation. Je vous ai mis quelques ouvrages si certaines veulent aller plus loin. C'est un peu un pot pourri. J'ai pris des choses bon, alors, assez universitaires avec handicap et travail, un monde vulnérable pour une politique du care de la politologue et féministe américaine John Tronto. Je vous invite vraiment à le lire sur comment inclure les plus vulnérables dans notre société et privilégier une société sur sur les activités de soutien, de care. Et puis des choses bon, un petit peu plus légères, si on peut parler de ça sur le sujet. Game of Thrones, qui sensibilise
à la maladie de Crohn, une maladie chronique des intestins. La différence invisible, une BD sur l'autisme. Et puis, un article à venir pour la campagne à notre santé, mais on en reparlera. J'en ai fini ma présentation. Je ne sais pas si Fabienne ou Marion veulent ajouter quelque chose vraiment sur ce sujet. Et puis sinon, on passera à quelques questions. Merci beaucoup, Lucille, pour ta super présentation. Et effectivement, dans le mouvement féministe, même si on inclut quand même, dans certains cas, les femmes en situation de handicap, mais je pense qu'on peut faire mieux pour avoir la société un peu plus inclusive et voilà, que ces femmes-là en situation de handicap, elles sont en situation de handicap car la société aussi, elle n'est pas faite pour des personnes qui ne sont pas 100% valides. Du coup, et pour les femmes en situation de handicap, c'est encore aussi un enjeu féministe, comme tu viens de le dire, car ces femmes-là, elles accumulent, elles sont encore plus à risque des violences sexistes et des violences sexuelles. Du coup, c'est complètement un enjeu féministe aussi pour, voilà, pour prendre en compte ces femmes-là. Et voilà, du coup, c'est un enjeu féministe et il faut qu'on fasse mieux, je dirais même. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur toute la première partie, n'hésitez pas à les poser là. Je vais devoir éteindre toutes les caméras pour faciliter le débit pour d'autres femmes qui n'ont pas un débit assez important. Alors, il y a quelques questions, on va répondre là. Mais si vous avez d'autres questions sur la première partie, n'hésitez pas à les poser. Du coup, on va envoyer le PowerPoint à toutes les femmes inscrites. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser aussi par mail après le webinaire. Il y a une question, est-ce que vous allez parler des violences sexuelles? Je pense qu'on en a parlé un peu. Ça fait partie énorme des problèmes de santé mentale chez les femmes. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment que pour les violences sexuelles, c'est un peu tout. Il y a des commentaires sur les préparatrices en pharmacie qui sont complètement invisibilisées. Je suis d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dont le travail il est dévalorisé, invisibilisé et elles sont aussi en première ligne. Il y a une autre question ou un commentaire. Dommage que si peu de spécialistes en psycho ou en médecine intègrent le sexisme ambiant dans leur thérapie. Pourquoi cet aveuglement? Effectivement, c'est une question qu'on a pas mal relevée dans la campagne à notre santé. C'est que il y a même des médecins qui disent ça, qui craignent beaucoup de temps à apprendre des maladies rares qu'ils ne vont jamais avoir dans leur life, dans leur vie. Alors qu'il y a 30% des femmes qui subissent des violences sexuelles et les médecins, ils ne sont pas entraînés pour prendre en compte ça. Et du coup, je pense que c'est grave. C'est une des revendications de notre campagne de former tout le monde de la prise en charge des femmes victimes de violences masculines. Et effectivement, heureusement qu'il existe des psychologues féministes et formés en psychotrauma. Et il y a la psychiatre Muriel Salmona qui est un peu notre référence dans le sujet. Et on est très contente que des gens comme elle ou Annie Ferrand existent, qui sont des psychiatres ou psychologues féministes qui sont formés et elles sont des pionnières en psychotrauma. Du coup, il faut en prendre en compte ça pour améliorer la santé mentale des femmes victimes de violences. Voilà. Du coup, il y a une autre question, je pense aussi même un commentaire. Pourquoi aujourd'hui on peut faire à 9 semaines l'IVG médicamenteuse et pas d'habitude? Je pense que ça devrait être en temps normal aussi. Je pense que le délai doit être prolongé jusqu'à 14 semaines minimum en temps normal et pas qu'en confinement. En fait, il n'y a aucune raison, sauf, encore une fois, le besoin de contrôler le corps des femmes, quoi. Voilà, pourquoi cette tendance à la psychiatrisation? C'est une bonne question. On va aussi en développer dans la campagne à notre santé tout à l'heure, quand Marion va vous expliquer. En fait, voilà, pourquoi les femmes ne sont pas crues.
Alors, il y a une question pour Lucile. Voilà, je pense qu'il y a pas mal des gens qui veulent parler de Lucile sur ce sujet. Je le laisse répondre à cette question. J'active mon micro. Merci pour vos retours. C'est hyper touchant parce que je me demandais, on se demande toujours comment ça va être perçu de parler de tout ça. Pour celles qui me posent des questions sur faire des actions sur le handicap, ou voilà, vous pouvez me contacter soit via mon Instagram Vie de Patient directement, soit par Marion ou Fabienne si vous avez leur email, ou par OLF puisque je suis aussi dans le groupe santé en tant que militante. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut enchaîner. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Il faut vraiment qu'on pense plus aux femmes à l'intersection, pas que du sexisme, en fait, et qu'on voit bien que, par exemple, dans le cas des femmes en situation de handicap ou des femmes racisées ou des femmes précarisées, c'est toujours le sexisme, les mêmes mécanismes de sexisme, et par exemple violence sexuelle, mais qui est amplifié. Hein. En fait, il faut toujours aussi quand même, chez ces femmes-là, avoir toujours une analyse féministe des violences qu'elles subissent, car c'est toujours en fait que c'est en plus de ça en fait. Ça vient toujours à l'intersection de ces systèmes d'oppression. Voilà, du coup, on a un tout petit peu parlé de notre campagne à notre santé, mais je vais laisser la place pour Marion d'en parler un peu plus. Voilà. Merci. Merci beaucoup Lucile pour ta présentation tellement importante. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, Lucile est donc membre du groupe qui travaille sur la santé des filles et des femmes à Oser le féminisme. Donc là, moi, je vais vous présenter la campagne, justement, campagne à notre santé, et le groupe de travail d'Oser le féminisme sur le sujet. Alors, je vais tenter de vous partager mon écran. Hop. Et voilà, normalement, vous voyez mon écran. Donc cette campagne à notre santé, pour faire cette campagne, on est parti de l'idée que toutes les femmes, toutes les filles, nous avons toutes des anecdotes à raconter sur notre parcours de santé, notre parcours de soins, nos rencontres avec différents professionnels de santé. On a évidemment des bonnes expériences, mais aussi des moins bonnes expériences, des souvenirs de gêne, de malaise, voire des souvenirs de violence. Excusez-moi, je vérifie juste que vous voyez bien le partage. Ok, super. Voilà, donc on a toutes des souvenirs, et parmi les souvenirs qu'on a avec les professionnels de santé, on est nombreuses à avoir des souvenirs désagréables, voire des souvenirs de violences commises par des professionnels de santé. Donc la santé, c'est évidemment un élément très important dans notre vie à chacune et à toutes. Et donc ça concerne évidemment toutes les personnes soignées, c'est-à-dire tout le monde en fait. Et donc l'idée centrale dans cette campagne à notre santé, c'est de se rappeler qu'on est toutes et toujours légitimes à parler de notre propre santé, de nos rapports avec les professionnels de santé, et que les connaissances sur la santé ne peuvent pas être préemptées par des professionnels. Les femmes ont leur mot à dire aussi. Donc c'est vraiment le fondement sur lequel s'appuie la campagne. Beaucoup de militantes ont travaillé à cette campagne et beaucoup de militantes continuent à travailler aujourd'hui sur la thématique de la santé, à Oser le féminisme. Donc je voulais juste dire un petit mot pour saluer le travail de Cécile Verret qui a été à l'initiative de la campagne et qui l'a portée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en tant que coordinatrice.
Et un petit mot pour Anna Taibi, qui coordonne le groupe de travail sur la santé des filles et des femmes avec Fabienne et moi. Voilà, donc je vais vous présenter la campagne. Donc la campagne à notre santé, ce sont déjà 2 enquêtes que nous avons réalisées entre mai et juillet 2018. Une qui était destinée aux soignés, aux femmes soignées, et une qui était destinée aux soignantes et aux soignants. Donc la première enquête portait sur la prise en charge médicale des filles et des femmes. Elle a reçu 2286 réponses de femmes âgées de 18 à 80 ans. La seconde enquête, donc à destination des soignantes et des soignants, a permis de récolter 302 réponses d'étudiantes et de professionnels de santé âgés de 20 à 73 ans. Donc les répondantes et les répondants exercent différentes professions, sage-femme, infirmier, infirmière, médecin généraliste, psychologue, etc. Et donc cette deuxième enquête explore 3 axes, donc la question du sexisme et des violences dans le cadre du travail, la question des violences dans le cadre de la relation soignée-soignante, et la question de l'accompagnement des victimes de violences sexistes. Donc j'ai bien noté votre question de tout à l'heure où vous demandiez si on allait parler des violences sexuelles. Donc on parle des violences sexuelles et plus généralement des violences masculines commises contre les femmes, qu'elles soient donc soignantes ou soignées. Et donc à partir des résultats de cette double enquête, donc on a rédigé, en fait c'est de nombreuses militantes qui ont rédigé des articles d'analyse qui sont donc publiés sur le site anotrsanté.olf.site, qui est le site de la campagne, et des articles et des podcasts qui ont également été réalisés par des militantes avec des intervenantes expertes sur différentes thématiques. Donc cette campagne, on l'a lancée il y a un tout petit peu plus d'1 an, c'était le 8 mars 2019, lors d'un événement à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Et donc, lors de cette campagne, de cet événement, sont intervenus des associations et des professionnels qui travaillent pour améliorer la prise en soin des filles et des femmes. Donc, pour en citer quelques-unes, il y avait par exemple l'association Endo-France, la Fédération française de cardiologie, l'association ADSF, Agir pour la santé des femmes, mais aussi des professionnels, donc comme une avocate pénaliste, Isabelle Thieleux, Annie Ferrand, dont Fabienne a parlé plus tôt, donc qui est psychologue auprès de femmes et d'enfants victimes de violences masculines à la Fédération nationale Solidarité Femmes, et Muriel Salmona, donc, qui est présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Alors, je voudrais commencer par vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée pour le lancement de la campagne. Alors, je vais mettre le son. J'espère que vous allez bien entendre. C'est parti. On m'expliquait rien, mais ça me gênait pas, parce que j'avais l'impression que c'était normal. Comment ça se passe pour les femmes avec les médecins ? Elle nous tâte, elle dit rien. J'ai été extrêmement gênée. Avec les jambes écartées, on est toutes nues. C'était toujours très expéditif. On n'est pas préparé. On m'expliquait rien. Il n'y a pas de chanteuse grosse, t'es au courant ? Il va falloir se mettre au sport. Et vous buvez que de l'eau à midi ? Je suis lesbienne. Pourquoi vous n'avez pas de contraception ? C'était pas normal. Éviter le sujet. Le médecin m'a dit tout de suite, oui, mais ça doit être, qu'est-ce que vous avez mangé ? Moi, je pensais, avec mon âge, je pensais à autre chose. Au niveau de l'utérus, hein. Ça doit être dans votre tête. Tu exagères, c'est pas ça. Et moi, ce qui m'embêtait, en fait, c'est de devoir exagérer pour qu'on comprenne que j'ai mal, en fait. De me mettre à pleurer ou à crier. Vous êtes un peu douillette tout de même. Il a appuyé. Il me dit, mais je vous fais mal. Je lui dis, oui, vous me faites mal. Et il a continué quand même. Ben, j'ai l'impression qu'on minimise tout le temps la douleur. On est des numéros. Il me tire vers lui. J'ai eu l'impression qu'il avait voulu m'embrasser à ce moment-là. J'étais dans une salle fermée avec un médecin seul. Et je me sentais en danger, en fait. Minimisation de la douleur, mise en doute, pression sociale, grossophobie, racisme, lesbophobie, paternalisme, sentiment de jalousie, violence sexiste. Osez le féminisme vous présente sa nouvelle campagne. À notre santé. 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 Voilà. Alors, en fait, cette vidéo, on l'a réalisée au moment du lancement de la campagne. On l'a réalisé au moment du lancement de la campagne, et donc on est allé dans la rue faire une sorte de micro-trottoir où on a interrogé donc des femmes dans l'espace public pour leur demander de nous raconter des anecdotes sur leur parcours de soins. Donc comme vous l'aurez remarqué, toutes les femmes qui interviennent dans la vidéo avaient vécu au moins une expérience de sexisme dans leur parcours de soins. Donc
plusieurs nous ont raconté assez spontanément des situations de ce type-là, et d'autres nous disaient ne pas avoir particulièrement de mauvais souvenirs jusqu'au moment où on leur a posé directement la question, en fait. Par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un professionnel de santé ne vous croit pas ? Et on se rend bien compte à ce moment-là de l'importance du questionnement systématique, auquel on reviendra, je reviendrai un peu plus tard dans la présentation, qui est le fait de poser la question du vécu des violences, qui permet aux femmes de parler, tout simplement. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit quiz, donc c'est vraiment un petit quiz, il y a 3 questions, en repartant des résultats de notre enquête. Donc je vais poser quelques questions et vous pouvez donner vos réponses dans le chat. Donc, première question, à votre avis, combien de femmes ont confié qu'il leur était déjà arrivé de ne pas se sentir crues par un ou une professionnelle de santé, au niveau de douleurs, de symptômes, etc. Je n'arrive pas à voir si... Voilà. Donc la réponse, dans notre enquête, 6 femmes sur 10 nous ont dit qu'elles avaient déjà été pas crues par des professionnels de santé. Donc je vous ai mis un exemple de citation qui nous avait été transmis. Autre question, combien de femmes ont déjà été culpabilisées par un ou une professionnelle de santé ? 3 sur 10, 7 sur 10 ou 9 sur 10 ? La réponse est 7 sur 10. Donc 7 femmes sur 10 nous ont confié qu'elles avaient déjà été culpabilisées par un ou une professionnelle de santé. Donc là, l'exemple qu'on avait retenu, c'était dans le cadre d'une IVG, une gynécologue qui dit lors de l'échographie de contrôle après l'intervention, c'est normal que vous ayez mal, vous avez tué votre bébé. Voilà, donc là, on revient vraiment sur les attaques contre le droit à l'avortement et le droit à disposer de son corps qu'on a évoqué plus tôt ce soir. Et enfin, dernière question, combien de femmes ont déjà été gênées par le comportement d'un ou d'une professionnelle de santé ? 2 sur 10, 5 sur 10 ou 8 sur 10 ? Et la réponse est 8 sur 10. Voilà, et donc quand on parle de comportement gênant, on peut parler de remarques grossophobes par exemple, ou de comportements sexistes, de propos sexistes, voire de violences sexuelles. Donc sur ce sujet justement des violences sexuelles, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui ont déjà été victimes de propos de gestes à connotation sexuelle dans le cadre d'une visite ou d'une consultation médicale. Donc je vous ai mis 2 citations en dessous. Donc la première qui décrit une situation d'agression sexuelle, et la deuxième où on voit d'abord du harcèlement sexuel qui se transforme en agression sexuelle. Et parmi les femmes qui sont victimes de violences sexuelles de la part d'un professionnel de santé, on se rend compte que plus d'une femme sur 10 nous a confié avoir subi une pénétration sexuelle contre son gré dans le cadre d'une consultation ou d'un examen médical. C'est-à-dire, plus d'une femme sur 10 nous a indiqué avoir subi un viol. Du côté des soignantes, la situation est également très compliquée. Donc, on s'est rendu compte que 7 professionnels de santé sur 10 subissaient ou avaient déjà subi des propos ou comportements à connotation sexuelle durant leur formation et ou l'exercice de leur métier. Donc, ce sujet-là, ces violences-là, elles peuvent être commises à la fois par d'autres professionnels de santé, mais aussi par des patients ou par l'entourage de patients. Donc là, on a vu le fait que les femmes ne sont souvent pas crues ou pas prises au sérieux lorsqu'elles expliquent des symptômes qu'elles vivent. Ensuite, on a vu le fait que les femmes soignantes et soignées étaient beaucoup trop souvent, c'est-à-dire beaucoup trop souvent, victimes de violences sexuelles de la part de professionnels de santé ou de patients. Et là, on voit que de très nombreux professionnels de santé qui ont répondu à l'enquête demandent à être formés pour pouvoir accompagner les femmes qui ont subi des violences dans leur vie.
Et donc là, on a l'exemple d'une personne qui nous explique que quelqu'une en fin de vie a raconté les viols qu'elle avait subis lorsqu'elle était jeune. Et donc la personne qui nous répond nous dit qu'elle ne savait pas quoi faire, ne savait pas quoi lui dire. Donc on se rend bien compte du besoin de formation sur les psychotraumas dont on va parler encore un peu plus tard. Voilà, donc cette double enquête nous a fait tirer un certain nombre de conclusions. D'une part, le fait que les femmes et les filles sont trop souvent niées dans leurs paroles, que les spécificités biologiques mais aussi sociales sont trop souvent invisibilisées, pas suffisamment prises en compte. Deuxième conclusion, que les filles et les femmes sont trop souvent confrontées à des attitudes sexistes, voire des violences de la part de professionnels de santé. Le fait que les soignantes sont aussi souvent victimes de remarques et de comportements sexistes de la part de professionnels de santé, mais aussi de patients. Et troisième conclusion, le fait que les professionnels de santé ont besoin de formation pour apprendre à mieux accompagner les femmes et les filles. Donc, je voudrais d'abord vous parler du sujet des spécificités des filles et des femmes qui ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc, il existe des maladies ou des conditions, des troubles, de problèmes de santé qui sont liés aux organes féminins, donc la vulve, le clitoris, les ovaires, les seins, etc. On peut penser à certains cancers dits gynécologiques, donc cancer du sein, ovaire, col de l'utérus, à des maladies de l'utérus comme l'endométriose, à des syndromes des troubles de santé qui touchent les ovaires, comme le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est une part des problèmes de santé qui touchent les femmes. Il existe aussi des maladies à forte prévalence féminine. Donc les hommes et les femmes peuvent en être atteints et atteintes, mais la majorité des malades sont des femmes. Donc, parmi ces maladies, il y en a certaines qui touchent davantage les femmes pour des raisons physiologiques, comme l'ostéoporose par exemple, les maladies auto-immunes, et d'autres qui touchent les femmes de manière disproportionnée parce que les conditions de vie des femmes et des hommes sont différentes. Donc on peut penser par exemple aux troubles dépressifs, aux troubles anxieux, aux troubles du comportement alimentaire, aux migraines, etc. Donc autant de troubles qui peuvent être des conséquences psychotraumatiques des violences subies. Et enfin, il y a certaines maladies qui touchent aussi bien les femmes que les hommes, mais l'expression du trouble peut être différente et surtout, la prise en charge par les professionnels de santé est différente. Par les professionnels de santé et par l'entourage d'ailleurs. Donc je voulais juste vous mettre un petit point sur l'endométriose et en profiter pour vous citer l'association Endo-France qui explique que la moyenne de diagnostic pour une femme atteinte d'endométriose est de 7 ans. Sachant que 10% des femmes sont atteintes d'endométriose, que 70% de ces femmes souffrent de douleurs chroniques invalidantes, que 40% rencontrent des problèmes d'infertilité. Voilà, donc c'est 7 ans le temps qu'un diagnostic soit posé. Et en plus de ça, il n'existe à ce jour pas de traitement spécifique à l'endométriose. Donc sur ce sujet, je vous renvoie aux travaux et à l'association Endo-France qui travaille sur le sujet. Je voulais aussi vous parler sur les problèmes de santé qui touchent les femmes et les hommes, mais qui ne sont pas pris en soin de la même manière et qui ne sont pas considérés de la même manière par l'entourage. C'est la question de l'infarctus du myocarde, donc la fameuse crise cardiaque. Donc, on sait que dans les esprits, les maladies cardiovasculaires restent considérées comme majoritairement masculines et que les femmes et l'entourage et parfois les professionnels de santé ont tendance à minimiser les risques pour les femmes. Et donc ça peut s'expliquer par le fait que les syndromes sont différents entre les femmes et les hommes et que les symptômes qu'on connaît, oppression thoracique, douleur dans le bras, éventuellement douleur à la mâchoire, c'est des symptômes qui touchent davantage les hommes que les femmes. Et donc, on observe qu'en cas d'infarctus, les femmes présentent des syndromes dits atypiques dans près d'un cas sur 2. Donc, au-delà des douleurs dans la poitrine ou dans l'épaule, on peut avoir des symptômes comme des palpitations lors d'un effort, un essoufflement, des difficultés à respirer associées à une forte fatigue persistante, des nausées, des vomissements, des sueurs, des douleurs dans l'estomac,
Voilà, donc les symptômes peuvent être assez différents. Donc je vous renvoie sur ce sujet évidemment à la Fédération française de cardiologie qui s'engage sur ce sujet depuis plusieurs années, qui a réalisé un clip, entre autres, qui met en évidence la mauvaise connaissance qu'on a de manière générale des symptômes de la crise cardiaque chez les femmes. Et donc ce que je vous ai mis là, c'était le différentiel de prise en charge entre les hommes victimes d'une crise cardiaque et les femmes. Donc il faut en moyenne 1 heure de plus à l'entourage pour prévenir les services d'urgence lorsque c'est une femme qui est victime d'un infarctus. Et donc ça aboutit à une perte de chance très, très, très grave pour les femmes, parce qu'on sait que dans ces cas-là, un différentiel d'1 heure de prise en charge peut être fatal. Autre point dont j'avais envie de vous parler, c'était, qu'on a évidemment abordé dans la campagne, c'est la question de la prise en soin sexiste. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, la question de la minimisation de la douleur, la remise en cause de la parole, la culpabilisation, mais aussi la lesbophobie, la grossophobie, le validisme, etc. Donc là, je vous ai mis une citation qu'on a reçue de la part d'une femme qui avait répondu à l'enquête, et donc je vous laisse lire. Donc pour vous rappeler le chiffre, 65% des femmes interrogées dans l'enquête ont indiqué qu'il leur était déjà arrivé qu'un ou une professionnelle de santé ne la croit pas. Donc là, on en a un exemple. On se rend compte aussi que ça peut avoir des conséquences très graves. Enfin, évidemment, le fait de souffrir alors qu'on pourrait être soigné, c'est très grave. Et il y a aussi des situations qui pourraient aboutir à la mort juste parce que les femmes n'ont pas été crues. Donc là, il y a une femme qui nous a raconté que, donc je vous lis ce qu'elle nous a écrit. « J'ai été hospitalisée en urgence pour une infection du rein qui n'aurait pas dégénéré si le personnel m'avait prise au sérieux. » Et elle commente une phrase qu'elle a probablement entendue. « Encore une fille qui a mal au ventre. » Voilà. Donc sur la question de la douleur, on sait que c'est une expérience subjective qui est difficilement objectifiable. Peut-être que vous avez déjà entendu cette fameuse question sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous situez la douleur que vous ressentez ? Donc évidemment, l'évaluation de la douleur est subjective. Ça dépend de la personne qui la ressent. Donc il y a des études qui se sont penchées sur l'expression de la douleur chez les femmes et les hommes. Et il semble que le seuil de tolérance à la douleur soit plus faible chez les femmes que chez les hommes, en particulier en ce qui concerne les douleurs d'origine abdominale. Donc ce seuil de tolérance devient plus faible, on s'en rend compte à partir de l'adolescence. Donc il y a sûrement des raisons biologiques à cela, notamment le fait que les hormones sexuelles ont un effet sur le système nerveux à certaines périodes du cycle menstruel, mais il y a aussi des raisons sociales, notamment le fait que l'expression de la tristesse ou de la souffrance est valorisée chez les filles alors qu'elle est rejetée chez les garçons. En d'autres termes, il est attendu d'une femme qui souffre ou d'une fille qui souffre qu'elle l'exprime, alors qu'un garçon ou un homme qui souffre n'est pas censé en parler. Et enfin, donc on a vu l'expérience de la douleur qui est nécessairement subjective, l'expression de la douleur qui peut dépendre de causes biologiques et sociales. Et enfin, il y a la question de la réponse qui est donnée par les professionnels de santé à la douleur et qui, on l'a vu, selon qu'elle est vécue par une femme ou par un homme, peut être différente et donc qui conduit à des inégalités de prise en soin et peut conduire à une mise en danger des filles et des femmes. Voilà. Ah oui, et un autre point aussi, donc ça peut, comment dire, cette différence de prise en soin des femmes et des hommes en fonction de leur expression de la douleur, elle peut arriver dans des cas de douleurs qui touchent spécifiquement les filles et les femmes, par exemple l'endométriose, mais elle peut aussi s'observer dans des troubles ou dans des douleurs qui touchent de manière équivalente les femmes et les hommes.
Donc, il y a une étude qui montre qu'à niveau similaire de douleur exprimée par une femme ou un homme, les professionnels de santé mettent 16 minutes de plus pour donner un antidouleur à une femme qu'à un homme. Voilà, donc là, on revient sur le mythe selon lequel les femmes seraient douillettes, ou alors le fait que ce serait normal d'avoir mal quand on est une femme. Donc, cette différence de prise en soin, forcément, ont des impacts très négatifs pour les femmes. Déjà, ça occasionne des soins de mauvaise qualité. Évidemment, si on ne croit pas une femme qui dit qu'elle a mal, du coup on ne la traite pas pour un trouble qu'elle a. Ça peut conduire à des errances de diagnostic où des femmes traînent des douleurs pendant des années sans qu'on les prenne jamais au sérieux. Ça peut conduire à un renoncement aux soins devant l'impossibilité à se faire entendre. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est la question du jugement, de la culpabilisation et des publics de femmes qui sont encore plus touchées de manière disproportionnée par rapport à d'autres femmes qui sont encore plus à risque d'être victimes de sexisme de la part de professionnels de santé. Et notamment, donc on a parlé des femmes en situation de handicap, enfin, Lucille a parlé des femmes en situation de handicap, et il y a aussi, beaucoup de femmes qui font part de situations de lesbophobie, de racisme, de grossophobie. Je vais vous lire, alors je ne les ai pas mis sur le PowerPoint, mais je vais vous lire deux témoignages, donc un sur la grossophobie et un sur la lesbophobie. Donc sur la grossophobie, une gynécologue qui me dit qu'une femme doit s'entretenir car je n'étais pas épilée, qui me demandait à chaque fois si j'avais de nouveaux partenaires, et quand je lui parlais de problèmes de libido, sa réponse facile était « à cause de mon poids et c'est dans la tête ». Un exemple de lesbophobie, un témoignage de lesbophobie, une femme donc raconte « Lors d'une visite chez la gynécologue à l'âge de 27 ans, et après lui avoir fait part de mon homosexualité, je me suis entendue répondre « Ah, donc vous êtes vierge ?» Je n'ai pas su quoi répondre à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, une discussion plus animée s'en suivrait. Cette même gynécologue a dit à mon amie « Vous êtes consciente que c'est une sexualité alternative qui peut être dangereuse ?» Nous avons bien évidemment changé de médecin. Ce qui d'ailleurs rejoint un des impacts que je n'ai pas cité avant, c'est le nomadisme médical, le fait de devoir aller voir de nombreux professionnels de santé différents et de nombreuses professionnelles de santé différentes parce que trop peu de professionnels de santé répondent de manière adaptée aux besoins. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre sujet qui est les injonctions de manière générale et les impacts qu'elles ont sur la santé mentale. Donc les injonctions qui pèsent sur la santé des filles et des femmes. Donc déjà, les injonctions, je vais vous parler des injonctions à la beauté plus spécifiquement. Sur ce sujet, je vous renvoie au blog Sexisme et sciences humaines de Noémie Renard, et notamment toute cette série d'articles sur l'impuissance comme idéal de beauté des femmes, qui est vraiment très, très intéressant. Donc, pour vous donner une idée, même si vous en doutez probablement, mais les vêtements qui sont considérés comme beaux, attirants, sexy pour les femmes, en fait, ce sont des vêtements qui mettent dans une situation d'insécurité, qui entravent les mouvements, qui obligent à surveiller que rien ne bouge, qui déséquilibrent la stature, comme les talons par exemple. Donc les vêtements qui sont considérés comme sexy, entre guillemets, ne sont généralement pas confortables, ils les mangent, ils ne permettent pas d'avoir suffisamment chaud en hiver, enfin bref. C'est en fait tous les vêtements considérés comme valorisants pour une femme, ces vêtements obligent à avoir conscience de soi, à avoir conscience de son corps et obligent à se surveiller. Et en outre, c'est des tenues qui vulnérabilisent objectivement. Par exemple, courir avec des talons, c'est très compliqué. Donc en situation de danger et besoin de s'enfuir, par exemple, c'est très compliqué quand on est en talons. Donc ces injonctions à la beauté ont des impacts en matière de santé physique, évidemment. Donc les troubles musculo-squelettiques du fait des talons, par exemple, des risques de mycose du fait de pantalons trop serrés, d'épilation intégrale du maillot, de toilettes intimes trop poussées. Ce sujet, on en parle dans la campagne Les Frangines, donc sur la sexualité
En fait, c'est un guide féministe d'éducation à la vie affective et sexuelle à destination des filles, donc qui a été lancé par Oser le féminisme en mars 2020, ce coup-ci, que je vous invite chaleureusement à aller voir, qui est très, très, très intéressant et pertinent pour les ados. Voilà, donc les risques en matière de santé physique, les risques pour la santé d'utilisation de produits nocifs pour la santé, par exemple des crèmes blanchissantes, dont on parle, je vais vous parler juste après. Donc des impacts sur la santé physique, mais aussi des impacts sur la santé psychique, et le fait que en fait, les filles et les femmes, on apprend depuis l'enfance à se regarder, à se jauger, à se surveiller, et petit à petit on apprend à détester notre propre corps. Comme le dit justement une militante du collectif Afrofemme qui était intervenue dans le cadre d'un podcast de la campagne À notre santé, c'est une véritable fabrique à complexes. Donc on observe une convergence de plusieurs systèmes d'oppression, donc patriarcales, racistes, capitalistes, qui créent des injonctions à la beauté, à la féminité, l'obligation de devoir tenter de ressembler à ce qui est présenté comme un idéal de beauté, qui est nécessairement inatteignable. Et c'est un phénomène qui touche évidemment toutes les femmes, mais qui touche de manière disproportionnée les femmes racisées. Donc je vous invite à aller écouter le podcast sur le sujet, qui s'appelle « Le racisme dans les soins » et qui est disponible sur le site également. Et je voulais aussi vous parler de l'injonction au glabre, c'est-à-dire au fait de ne pas avoir de poils. Et donc, parmi ces normes, les normes qui s'imposent aux femmes de manière disproportionnée et à toutes les femmes, il y a l'obligation de ne pas avoir de poils. Je voulais vous parler de l'enquête du collectif Liberté, Pilosité, Sororité, mais je vois qu'il est déjà moins le quart, donc on vous mettra le lien dans la présentation pour que vous puissiez aller la voir. Très rapidement, c'est une enquête à laquelle ont répondu plus de 6000 femmes et qui porte sur différentes thématiques, notamment les pratiques de l'épilation, les méthodes utilisées, les effets physiques de la norme du glabre, donc la douleur liée à l'épilation, par exemple, et enfin les effets psychologiques de la norme du glabre, donc les émotions que les femmes ressentent vis-à-vis de leur pilosité et la façon dont elles ressentent l'intensité de la norme du glabre. Donc globalement, pour les résultats, je vous invite à aller consulter l'enquête. Si on a le temps, après, on pourra en retirer un mot, évidemment. Voilà. Sur les poils aussi, il y a la campagne Les Frangines qui aborde ce sujet avec beaucoup de justesse, sur le fait que non, les poils ce n'est pas sale, non, les poils ce n'est pas dégueulasse, non, ça rend pas laide, etc. Un tout petit point sur la question des professionnels de santé agresseurs, dont on a quand même déjà parlé pas mal. Non, ça, pardon, ça on en parlera après si on a le temps. Je vais passer au dernier point, donc, qui est comment développer une prise en soin féministe des filles et des femmes, et donc qui prennent en compte, entre autres, les psychotraumas des femmes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles. Et donc, pour développer une prise en soin féministe, et là on en arrive à certaines des revendications de la campagne, on a évidemment le fait de sanctionner les professionnels de santé agresseurs, le fait de former les professionnels de santé aux impacts des violences masculines sur la santé physique et psychique des filles et des femmes, le fait de pratiquer le questionnement systématique qui s'accompagne évidemment d'une formation des professionnels, parce que un ou une professionnelle qui pose la question est-ce que vous avez déjà subi des violences dans votre vie, et si la soignée, la femme soignée répond oui, et que là où le professionnel de santé ne sait pas vers qui l'orienter, quoi lui dire, comment recevoir sa parole, ce n'est pas efficace. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles de très nombreuses professionnels de santé ne posent pas la question, c'est parce qu'elles et ils ne sauraient pas quoi répondre en fait. D'où l'importance de former de manière massive les professionnels de santé. Donc là, je rejoins ce qu'a dit Fabienne un peu plus tôt. Et donc sur la question de la formation aux impacts psychotraumatiques des violences masculines,
en fait, les violences ont des impacts en matière de santé physique et psychique. Et donc, les professionnels de santé ont besoin de connaître ces impacts pour pouvoir mieux soigner les femmes et avoir une prise en soin qui soit ne serait-ce que plus efficace. Au-delà de la question de la nécessité de la bienveillance et de ne pas en rajouter une couche, entre guillemets, pour des femmes qui ont vécu des violences, il y a, ne serait-ce que la question de l'efficacité des soins se pose. Bien, voilà. Donc, voilà, c'était une présentation assez longue, mais succincte finalement de la campagne À notre santé. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais rendre l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais regarder. Alors, vous avez posé une question. Que pensez-vous de l'attitude de l'Ordre des médecins sur la question des violences sexuelles commises par des soignants? Comment faire prendre conscience du problème? Alors, en fait, on a pas mal suivi des cas où l'Ordre des médecins ont protégé des médecins violeurs et que les femmes devraient vraiment passer, pas par l'Ordre des médecins. Et bon, de toute façon, voilà, dans certains cas, l'Ordre des médecins, il a même caché. Il y a même des médecins, tout le monde savent qu'ils sont des violeurs, et alors qu'ils restent dans la médecine pendant des décennies, dans certains cas. On est complètement contre. Une de nos revendications, que toute plainte à l'Ordre des médecins aussi soit automatiquement déposée à la police, car on sait que beaucoup de fois, les médecins se protègent, mais on n'est pas non plus complètement pessimiste sur ce point. Je pense qu'il y a des tout petits efforts, des tout petits progrès, spécialement qu'il y a plus de femmes médecins. Il y en a pas beaucoup dans l'Ordre des médecins, mais ça, on voit le plafond de verre, on le voit à l'Ordre des médecins, mais même quand on voit tous les syndicats, en fait, toute représentation, quand on regarde même l'Assemblée nationale, le gouvernement, ben, voilà, tout, il y a bien plus d'hommes, même quand les femmes sont majoritaires dans certaines disciplines. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes, mais quand même, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des associations, des doctoresses, des médecines féministes qui montent, qui font un peu de pression. C'est pas pour demain, hein. Ça reste toujours un milieu misogyne, mais on veut que ça soit systématisé, qu'on ne dépend pas de l'Ordre des médecins quand il y a des accusations de violences sexuelles des femmes envers leurs médecins. Du coup, on veut que ça passe directement par la police, en fait. Sachant que la police, c'est aussi, ils ont aussi des problèmes à prendre en compte les violences sexistes. Bon, on veut que ça s'améliore sur tous les niveaux, en fait. Pour compléter peut-être sur le sujet, ça nous avait fait très plaisir de voir lors du lancement de la campagne À notre santé que l'Ordre des médecins avait réagi quasiment immédiatement en allant dans le même sens que Causer le féminisme. Ce qui montre aussi que l'action militante et l'action de lobby payent parce que le Conseil national de l'Ordre s'est vu obligé de réagir et de prendre position en faveur des femmes victimes de violences. Oui, on voit ça qu'au tout début, on crie. Par exemple, le cas de l'épisiotomie. L'épisiotomie, pour celles qui ne savent pas, c'est quand, durant l'accouchement, on incise le vagin des femmes pour que ça sorte. Bon, bref, du coup, les femmes, au début, on a dit que ça ne va pas du tout. On a crié et tous les médecins ont dit « mais ce n'est pas votre truc, voilà, hystérique, demi-folle, tout ça, quoi, tous les insultes sexistes ». Et puis, à force de faire quand même du bruit, nous, féministes, elles nous ont entendus. Et là, dans certains centres, l'épisiotomie, elle a pas mal effondré. Je pense que pour les violences sexuelles aussi, au tout début, on va crier, ils vont nous dire traiter de tout et n'importe quoi. Et après, en fait, heureusement qu'encore une fois, il y a beaucoup plus de femmes dans ce milieu-là.
on va finir d'arriver, j'espère, assez rapidement. Quand on a sorti notre campagne à notre santé, on était complètement étonnés que l'Ordre des médecins, il a sorti un communiqué de presse. Bon, ce n'était pas le mea culpa qu'on voulait, mais c'était que quand même, il y a des lacunes. Il a même, voilà, il a répondu plutôt positivement, mais bon, il n'y avait pas d'exaction derrière. Mais on ne va pas lâcher le truc, on va continuer quand même à revendiquer plus de féminisme dans le milieu féministe, dans le milieu médical. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une question. Lesbophobie, sexualité alternative dangereuse. Pourquoi est-elle considérée dangereuse par la soignante? Lesbophobie, quoi. C'est que, voilà, là, on n'a pas non plus... on a quand même de la lesbophobie dans le milieu médical. Quelle alternative à porter plainte pour un comportement sexiste d'un soignant? Je pense qu'il faut que ça passe par l'ordre des médecins, mais en même temps aussi par la police, en fait. Et moi, je ne sais pas, il faut penser à d'autres trucs, mais aussi il faut penser à la prévention et à former les professionnels de santé à être moins sexistes, voire pas du tout. Alors, il y a une question sur les moyens de contraception. Nous, on est pour un choix éclairé des moyens de contraception, qu'on passe le temps pour nous expliquer et que les femmes elles prennent une décision après cette explication. Il y a même des études scientifiques qui ont montré que le moyen de contraception qui marche le mieux, c'est un moyen de contraception qui convient aux femmes, en fait. Du coup, il faut nous expliquer, il faut des fois, voilà, d'une manière éclairée, sans stigmatisation, sans culpabilisation. Et oui, voilà, nous, on est pour un choix éclairé. Et sur les alternatives à la plainte auprès du Conseil et de l'Ordre des médecins, il y a évidemment le fait de contacter des associations comme le collectif féministe contre le viol, qui travaille avec des femmes victimes de violences sexuelles, tout type de violences sexuelles, hein, pas uniquement des viols, mais tout type de violences sexuelles, harcèlement, exhibition, agression, dont viol. Donc, bien sûr, contacter le collectif féministe contre le viol. Anne commente en disant contacter la VFT sur les violences sexuelles commises par des médecins ou par des professionnels de santé, et en particulier sur d'autres professionnels de santé. Dans le cadre du travail, effectivement, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail travaille sur ce sujet des violences sexuelles au travail. Donc, effectivement, c'est une bonne ressource aussi. Et je vois qu'il y avait une question de Lucie sur le fait de former les femmes à leur corps à différentes étapes de la vie, l'existence de la glaire cervicale, le fait qu'elle change de consistance en fonction du moment du cycle, par exemple. Alors là-dessus, il y a le site Les Frangines qui s'adresse effectivement aux adolescentes, mais en tant qu'adulte aussi, on apprend beaucoup de choses sur notre propre corps. Donc, je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Et merci pour vos partages d'expérience aussi. C'est révoltant et c'est malheureusement même pas tant étonnant que ça. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez vous investir dans le lobbying, dans les actions féministes contre le sexisme dans le milieu médical, mais aussi pour les contenus, par exemple, là on a partagé les Frangines, qui est comme Marion a dit, un guide pour un guide de la vie affective et sexuelle pour les jeunes, destiné aux jeunes filles. Si vous voulez faire d'autres aussi actions féministes, n'hésitez pas, je vais envoyer à adhérer, à nous contacter. Voilà, vous êtes toujours les bienvenus pour faire des actions féministes ensemble sur tous les niveaux légaux.